Merci de vous connecter pour suivre ce tout premier numéro de l'Intelligent Club, votre quotidienne qui aborde en toute liberté les sujets tendances de l'actualité nationale et internationale. Jean-Richard Nguessan et Soro Djabiga vont nous apporter leurs éclairages dans le cadre de cette émission. Et voici ainsi déroulé le menu de ce programme. Numéro 1, bureau politique du PDCI RDA vers une date pour la convention malgré les menaces sur Tidjane Thiam. Numéro 2, trop de tentatives de suicide en Côte d'Ivoire, à qui la faute? Et enfin, en troisième position, l'esclavage reconnu comme crime contre l'humanité par l'Union africaine, un pas en avant ou un combat stérile. Alors tout de suite, Jean-Richard Nguessan, d'abord bonsoir à vous tous. Bonsoir. Alors, le PDCI maintient son bureau politique du 5 avril malgré les pressions judiciaires. Est-ce un message que le parti tente d'adresser à l'opinion publique et peut-être à la classe politique ivoirienne et particulièrement au parti au pouvoir? Je pense que oui, vous savez, depuis pratiquement 2 années, le PDCI est à la croisée des chemins. C'est un parti qui vit une situation assez difficile depuis l'avènement du président Tidjane Thiam. On sait plus ou moins qu'il subit quotidiennement des attaques de son parti, de l'opposition, de certaines personnes qui ne sont pas pour sa présence à la tête du PDCI RDA, mais n'empêche que c'est un homme qui a de la résilience, qui montre de la force, et je pense que ce bureau politique-là va en quelque sorte contribuer à contenter toutes les personnes, les divergences de points de vue, et je pense qu'on va aller de l'avant et aborder les questions de fond. Soro Djabiga, vous étiez ce matin même sur le théâtre des opérations. Vous avez assisté à toutes ces échauffourées qui ont eu lieu entre les militants du PDCI avec à leur tête leurs députés qui tentaient d'avoir accès au palais de justice, au plateau à Abidjan. Le bureau politique est maintenu quand même pour le 5 avril prochain, donc dans seulement quelques jours. Est-ce que, selon vous, c'est une manière pour le parti de montrer une forme de résilience malgré toutes les pressions qui s'accumulent au fil des jours et des semaines? Vous avez employé le terme résilience et je m'accroche à ce mot-là. Le président Tidjane Thiam affiche une certaine résilience et ça montre qu'il est serein et ça montre qu'il veut aller de l'avant. Mais l'image qui m'a été donnée de voir ce matin n'est pas bonne pour l'image du PDCI. Alors qu'est-ce que vous avez constaté de façon précise? Je disais tantôt que ce n'est pas une belle image pour le PDCI qui a toujours prôné le vivre ensemble, qui a toujours prôné asseyons-nous et discutons. D'autant que les attaques viennent de l'intérieur. Aujourd'hui, il nous a été donné malheureusement de voir des députés qui ont été brutalisés, des militants qui ont été empêchés d'avoir accès à l'enceinte du palais de justice pour pouvoir soutenir leur président qui était assigné à comparaître aujourd'hui, qui a été représenté par son conseil juridique. Et ce n'est pas bon. On a vu un Do Simon, l'honorable Do Simon, qui a été saisi par certains éléments de la police. Ce n'est pas une belle image. Et le président du parti a été convoqué par Dame Valérie Yapo. Et cette affaire persiste, ça fait près de 2 mois maintenant. Au départ, elle a d'abord remis en cause la légitimité du président à la tête du PDCI. Ils sont partis sur cette base. Et le président avait prononcé aussi des sanctions contre elle. Et à l'approche du procès, il a réuni son conseil et les membres de son bureau et il a levé les sanctions qui pesaient contre Dame Valérie Yapo en espérant qu'elle allait mettre balle à terre. Dans une logique d'apaisement. Dans une logique d'apaisement et régler le problème en interne. Et il n'y a pas que Dame Valérie qui était visée par cette mesure de lever des sanctions. Tous les membres du parti qui étaient concernés par cela ont vu les sanctions levées parce que le président Tidjane Thiam a voulu permettre à tous les membres du PDCI de participer au bureau politique et de pouvoir faire parler leur voix, de pouvoir exercer leur liberté d'expression et leur liberté de militants. Malheureusement, malgré cette mesure, Dame Valérie Yapo est revenue encore, cette fois-ci, avec d'autres éléments. Elle a demandé maintenant qu'on mette un administrateur à la tête du PDCI. Et pour mettre en cause, en quelque sorte, la légitimité de l'élection du président Thiam. Et la légalité de Tidjane Thiam, en avançant que lorsqu'il candidatait pour être président du parti, il était français. Bon, pendant un procès, lorsque vous avancez ce genre d'argument-là, ça demande encore d'autres procédures. Là, c'est une modification. Elle est revenue avec. Et après, il y a eu d'autres éléments encore qui sont rentrés en ligne de compte. Et je pense que le PDCI ne méritait pas cela. Aujourd'hui, Tidjane Thiam est accusé pour des faits. Mais quand on veut se baser sur la logique, ça fait quand même honte.
Tidjane Thiam il a renoncé à l'allégeance à l'État français. Et quand il dépose l'allégeance, l'État français se saisit du dossier, il observe, puisque l'État français est signataire de la loi internationale qui lutte contre l'apatridie. Donc l'État français dit, ok, je reçois ta demande d'annulation ou de renonciation, mais je vais regarder pour voir si tu es affilié à une autre nationalité. Si ce n'est pas le cas, je te maintiens toujours en tant que citoyen français. Parce que j'ai ratifié la loi internationale de lutte contre l'apatridie. 3 semaines, un mois ou des semaines après, la décision tombe, ça sort au journal officiel. Tidjane Thiam n'est plus français, il devient exclusivement ivoirien. Mais l'État français a regardé quel élément pour pouvoir définir que Thiam a un lien avec la Côte d'Ivoire. Ils ont mené les enquêtes, ils ont vu qu'il est sur la liste électorale, ils ont vu qu'il a une carte de nationalité d'identité, ils ont vu qu'il a un certificat de nationalité. Ne permettent pas justement de contribuer quand même, au renforcement du parti justement dans son organisation interne. Alors, Jean-Richard Nguessan, la mobilisation à laquelle on a assisté ce matin, donc dans la matinée de ce mercredi 2 avril, on a vu les images, et Soro était sur les lieux, comme on le disait tantôt, des militants qui se sont déplacés, est-ce de façon spontanée ou c'était organisé, mais qui se sont déplacés assez massivement quand même dans les rues du centre des affaires d'Abidjan pour dire non, pour apporter leur soutien à leur président. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une manière de mettre la pression sur l'appareil judiciaire ivoirien? Effectivement, c'est une sorte de pression qui est exercée sur l'appareil judiciaire. Et ce que moi je veux saluer, c'est cette capacité qu'a Tidjane Thiam à remobiliser le PDC-RDA, quoi qu'on dise, en dépit des attaques. On a employé le mot résilience, c'est quelqu'un qui montre de la résilience. Je me dis que lorsqu'il arrivait dans l'arène politique, lorsqu'il signait son retour dans l'arène politique, jamais Tidjane Thiam n'aurait imaginé de telles attaques. Mais je pense que ces différentes attaques, ces différentes critiques contribuent à construire l'armure, même de l'homme politique. Il faut souligner que Thiam, c'est quand même au moins 23 ans de présence, d'absence du théâtre politique ivoirien. Il a passé de très longues années à l'extérieur. Les militants ne l'ont pas vraiment pratiqué. On estime même qu'il ne totalise pas 10 ans de présence au bureau politique du parti et même qu'il était en retard de ses cotisations. Ce sont quand même des éléments qui peuvent justifier Moi, je prends en compte tous ces éléments. N'empêche qu'il faut reconnaître à l'homme sa capacité de... Il a apporté un renouveau du dynamisme au PDC-RDA. Et puis le bureau politique, c'est plus de 2000 membres. Aujourd'hui, Valérie Yapo est comme un cheveu sous la soupe. Elle vient pour apporter un certain désordre. N'empêche qu'elle a ses raisons. Elle a ses raisons, mais n'empêche qu'aujourd'hui, Tidjane Thiam montre de la force politique. Il a le soutien de l'appareil politique du PDC-RDA. Les critiques contribue à asseoir sa notoriété. Il y a de cela quelques mois, on ne parlait pas de Tidjane Thiam, les attaques se multiplient, les tentatives de déstabilisation vis-à-vis du PDCI se multiplient, que ce soit en Eten qu'à l'Esten. N'empêche que tout cela fait qu'aujourd'hui, même dans les localités les plus reculées de la Côte d'Ivoire, le nom de Tidjane Thiam résonne. Et moi, je pense que c'est de bonne guerre pour lui. Soro Djabiga, est-ce qu'il n'est pas préférable dans une république dite démocratique de laisser la justice faire son travail? Est-ce que, à force de mettre la pression avec des mobilisations, cela ne va pas décrédibiliser en quelque sorte la réaction du parti à ces différentes procédures qui sont intentées contre son organisation en interne? Oui, je suis d'accord avec vous. Dans tout État, la justice joue son rôle et il est du droit de tout citoyen de saisir la justice quand il voit ses droits bafoués ou menacés. Mais les partis aussi sont régis par des instances qui sont mieux placées pour régler ces problèmes-là. Le PDCI a un comité des sages, le PDCI a un bureau politique. Il y a toutes ces instances qui sont là pour régler ces problèmes. On n'a pas besoin tout le temps de saisir la justice. Ça fait la 4e attaque depuis que Thiam a été élu à la tête du PDCI. Et vers la fin, pas mal de personnes ont commencé à dénoncer des manœuvres politiques, des cabales et autres. Nous sommes forcés de croire que c'est réel ce qui est dénoncé. Dame Valérie Yapo avait proposé le nom du doyen Aouzi pour pouvoir gérer la direction du parti, en attendant qu'on puisse désigner un nouveau président. Le même jour, le doyen Aouzi a convoqué une conférence de presse à son domicile où il a dit qu'il ne se reconnaissait pas là-dedans. Il faut qu'on arrête de distraire le PDCI là où il a besoin de se remobiliser, de rassembler ses militants pour l'élection présidentielle en 2025. À ce jour, ça fait 4 recours qui ont été posés au lycée Sainte-Marie contre Tidjane Thiam.
vu que c'est là-bas qu'il a été et il s'est fait enrôler. On entendait dans les coulisses que les gens allaient mobiliser des recours, des milliers de recours pour pouvoir dénoncer la fraude sur sa nationalité. Aujourd'hui, ça fait 4. Il reste 3 jours. Il reste 3 jours pour boucler le contentieux. Nous sommes à 4 recours. C'est pour dire que ces éléments qui sont en train de brandir quotidien terme ne tiennent pas la route. Peut-être que par derrière, les gens ont peur de l'affronter et on passe par des éléments internes du parti, ou par des éléments qu'on arrive à manipuler pour pouvoir l'empêcher d'avancer. Aujourd'hui, nous sommes à une étape très importante du processus électoral. Le PDCI a dénoncé beaucoup d'irrégularités dans le fichier électoral. Le PDCI a dénoncé dans des localités des mères des familles qui ont 20 enfants. C'était l'occasion pour le PDCI de venir prouver cela avec des éléments. Mais aujourd'hui, le PDCI se retrouve chaque semaine au tribunal en train d'essayer de se défendre. Alors, pour un problème qu'on pouvait régler en interne, je pense que c'est vraiment déplorable. Alors, jouons carte sur table. Vous souhaitez que le problème soit réglé en interne au sein du parti. Quelle peut être, selon vous, dans les conditions actuelles que l'on observe, la meilleure formule pour le PDCI, alors que nous sommes seulement à 6 mois de la présidentielle, ou un peu plus de 6 mois quand même, mais disons à 6 mois de l'élection d'octobre 2025. On a l'impression que Dame Valérie est en train de... Nous avons l'impression que Dame Valérie est en train de patauger dans une eau sans sortir la tête. Parce que tous les éléments qu'elle est en train d'évoquer, malheureusement, n'aboutissent pas. Elle a d'abord proposé le doyen Aouzi pour pouvoir gérer la direction. Il a dit qu'il ne se reconnaît pas là-dedans. Elle s'est plainte qu'elle a été sanctionnée et qu'elle ne pourrait plus participer au bureau politique. Ils ont levé les sanctions qui ont été levées et qui ont été prises contre elle. Aujourd'hui, elle peut assister au bureau politique. Quels sont les éléments qu'elle a? Finalement, quelle est la formule qu'on adopte pour concilier toutes ces positions-là? Et puis une chose pour aborder dans le même sens que lui, le PDCI est régi par la loi de 1960, la loi qui régit les différentes associations. On est libre d'adhérer à une association comme de sortir d'une association quand on n'est pas d'accord. Mais après, ça fait... Même la forme des procédures... Bon, après, ça fait désordre. Elle a ses raisons. Qu'on le veuille ou pas, le PDCI est aujourd'hui un parti majeur de la Côte d'Ivoire. On aurait préféré voir le PDCI RDA en train de dénoncer ou de présenter son programme, voir le président Tidjane Thiam sur le chiquet politique en train de faire de la mobilisation, remobiliser les troupes, mais aujourd'hui être chaque fois au tribunal, je pense que ça fait quand même des... Aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de... Ce que les Ivoiriens attendent véritablement des hommes politiques, c'est sur leur vécu au quotidien. Les problèmes de santé, le problème de l'employabilité des jeunes, les problèmes du suicide, on en parlera, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Et c'est sûr, c'est le problème de l'indice de développement humain. Voilà des sujets sur lesquels le PDC attend les partis politiques. Mais force est de constater malheureusement qu'on patauge sur la nationalité du président Thiam, sur des problèmes judiciaires du PDCI. Et moi, je pense que ça n'enrichit vraiment pas le débat politique. Je reviens sur ma question et vous allez y répondre tous les deux, chacun à son tour. Quelles sont, dans les conditions actuelles où nous sommes, la meilleure formule pour le parti? Les élections approchent, elles sont très critiques. Le PDCI a un nouveau président depuis plus de 30 ans, donc depuis le départ du président Houphouët-Boigny. Ensuite, on a eu la mort du président Bédié. Qu'est-ce que le PDCI doit faire aujourd'hui pour surmonter cette divergence-là? Il y a un comité de sages au PDCI. C'est au comité de sages d'essayer de... J'ose espérer que le comité de sages essaie de régler le problème. Malheureusement, puisque le problème perdure, on ose croire que le comité de sages n'arrive pas à régler le problème, mais on espère par le dialogue, par les échanges, par le rapprochement des différentes parties. Mais pour ce qui nous est donné de voir, il semblerait que Dame Yapo souhaiterait aller jusqu'au bout de sa logique et je pense que c'est son plein droit. Et on a vu il y a de cela quelques jours, il y a le district des Lagunes qui a désavoué Valérie Yapo, le ministre Yapo, effectivement, le ministre Yapo a fait une déclaration. On sent qu'il y a un soutien véritable du président Thiam, mais n'empêche qu'il y a ces sons discordants. Pour vous, il sera très difficile, voire utopique, de surmonter la crise par le dialogue. Oui, je pense. Très difficile. Le président Tidjane Thiam a été élu avec plus de 94% de voix. Il est soutenu par la grande majorité, sinon voire la totalité des membres du PDCI. Donc cette minorité-là, les profondeurs de Tidjane Thiam,
Il faudrait qu'ils acceptent cela. Mais vous allez peut-être un peu trop de combinaison. Il faudrait même des figures aussi emblématiques comme Jean-Luc Billon. Moi, je n'ai pas voulu citer de nom, mais je sais que Tidiane Thiam a été élu à plus de 94%. Et si Jean-Luc Billon pensait qu'il pouvait battre Tidiane Thiam, il aurait pu présenter sa candidature. On allait peser les deux candidatures. Ne sait-on jamais. Voilà, par exemple, on aura le temps. Donc, je disais tantôt que les pourfendeurs de Tidiane Thiam doivent comprendre que le président ne fait pas forcément l'unanimité, mais une fois qu'il est élu, on doit s'aligner derrière lui pour pouvoir défendre l'intérêt du parti. Quand on crée un parti politique, l'objectif, c'est de diriger le pays, c'est de se maintenir conformément aux thèses qui régissent le pays. Et si elle aime vraiment le PDCI, elle doit cesser ces actions qu'elle est en train de mener maintenant. Parce que ces actions-là ne soutiennent pas, ne luttent pas, ne militent pas pour l'épanouissement du parti politique. Ce que vous reconnaissez qu'Adam Yapo Valérie, c'est de mettre un terme vu que les sanctions qui ont été prises contre elle ont été levées. On lui donne l'occasion d'aller au bureau politique pour pouvoir s'exprimer. Sans doute, elle sait qu'elle sera mise en minorité. La délégation du PDCI des Lagunes a fait une déclaration récemment pour la désavouer. D'où elle est issue. Elle était secrétaire de section là-bas, ils l'ont désavouée. Des éléments comme ça, excusez-moi du thème, qui ne pèsent pas grand-chose et qui viennent distraire tout un grand système tel que le PDCI dans une étape cruciale du processus électoral. Vraiment, tout cela me pousse vraiment à douter souvent. Que cela vous écœure, mais c'est qu'il faut noter, il faut noter aussi que les thèses du PDCI confèrent au président le pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut. Donc, il est dans son droit de nommer certaines personnes parce qu'elle estime qu'il y a des nominations qui ont été mal faites, elle estime ceci, elle estime cela. Donc, je pense qu'en tant que... C'est une nouvelle équipe, un nouveau président, une nouvelle équipe quand même qui, après, on observe quand même que ces derniers temps, le président... On a abordé en interne, mais aujourd'hui, le PDC, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, connaît une situation assez difficile. On pourrait ne pas voir le PDC aux élections présidentielles de 2025. Et pour l'instant, son président est sur la liste électorale. On espère qu'il pourrait ne pas voir avec tout ce qui se... catastrophe, vous voulez l'écarter tout de suite. Il faut l'écarter parce que le PDCI est un grand parti en Côte d'Ivoire et j'ai craint fort qu'on ne plonge dans une crise si le président est écarté. Enfin, c'est vrai que ce n'est pas le sujet du jour, la question n'est pas à l'ordre du jour, mais très rapidement, Jean-Richard Nguessan, pour vous, c'est un scénario auquel le parti doit se préparer. Ah oui, pourquoi pas? Tous les scénarios sont possibles. Et je pense que c'est vrai que le président Thiam a apporté un regain de vitalité au niveau du PDC RDA, mais sait-on jamais. Une alternative à la sénégalaise, comme son coach, Maïfaï, peut-être, pourquoi pas? Il y a des noms qui circulent, il y a des personnes qui sont proposées. On essaie. Peut-être Jean-Luc Billon. Je pense que c'est... Pas très rassurant. Il faut laisser... Il faut permettre à la démocratie de se manifester en Côte d'Ivoire. Il faut permettre aux différentes personnes qui veulent être candidates d'être candidates. Il ne faut pas les écarter avec des manœuvres politiciennes. Ça ne concourt pas à consolider la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Quand on regarde 15 ans en arrière, ce que nous avons vécu en 2010, nous, on craint encore de replonger dans ces bassesses-là. Et aujourd'hui, Tidiane Thiam est soutenu par une grande partie de la population ivoirienne, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au centre même, on n'en parle pas. Donc il faut éviter de fâcher cette catégorie de population-là. Ils ont leurs mots à dire, ils sont représentatifs à l'Assemblée nationale. C'est un vieux parti qui a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Le PDCI a élu Tidiane Thiam à plus de 94% de voix. Alors, il faut qu'on élève le niveau du débat. Voilà. Très vite, nous sommes malheureusement, donc nous abordons le second sujet de notre émission. Vous aurez l'occasion de rebondir sur le sujet très vite, peut-être même pourquoi pas, on fait une émission, mais tout de suite parlons de sujets tragiques. Ce lundi 31 mars, on a tous été frappés, stupéfaits, après avoir appris la triste nouvelle du suicide d'un jeune policier ivoirien dans une rue d'Abidjan, précisément au carrefour d'un camp dans le quartier des Deux Plateaux à Cocody, un certain Sangaré Moustapha. Alors, comment est-ce que chacun, à son niveau, vous avez accueilli la nouvelle? Je commence avec vous, Jean-Richard, parce que c'est souvent qui avait la parole avant. Avec beaucoup de tristesse, et on observe au fil des mois, depuis 2019-2020, que le suicide a malheureusement pignon sur rue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, la Côte d'Ivoire est le 3e pays à enregistrer le taux de suicide le plus élevé.
moi, je pense qu'on doit aujourd'hui se poser des questions. Quelle est la stratégie mise en place pour accompagner des personnes qui sont en souffrance? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ces personnes qui ont le désespoir à fleur de peau, qui dépriment? Il y a de cela quelques mois, j'ai réalisé un reportage sur la question sur les suicides en Côte d'Ivoire et fort malheureusement, j'ai observé qu'il n'y avait pas assez d'accompagnement. Figurez-vous qu'en Côte d'Ivoire, pour voir un psychologue, pour visiter un psychologue, généralement les tarifs oscillent entre 20 et 100 000. Et il n'est pas donné à tout le monde, aux citoyens lambda, d'avoir cette capacité-là de visiter un psychologue. Et puis, vous savez qu'on est dans une société où lorsqu'on est dans le désespoir, on est dans une forme de souffrance, on a tendance à dire qu'un garçon ne pleure pas. Alors qu'on observe, selon les chiffres qui nous sont donnés, que c'est les hommes qui se suicident le plus. Que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, l'OMS, à travers ces chiffres, montre que le suicide des hommes est le suicide le plus élevé. Et pour enchérir sur vos affirmations, il faut noter que le lendemain seulement, donc juste après ce drame, est survenu sur le pont Charles de Gaulle ou Fémoigny, un autre, on a frôlé le pire encore avec un chauffeur de taxi Yango qui s'est arrêté pour tenter de se donner la mort en se jetant dans la lagune. Je pense que il faut que nos autorités, c'est vrai que depuis quelques années, il y a un programme national de santé mentale qui existe. Au niveau des autorités médicales, des autorités sanitaires, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a essayé de multiplier des politiques de prise en charge, mais force est de constater que cela n'apporte pas véritablement des attentes, et j'espère qu'on trouvera des solutions face à ces suicides. C'est vraiment dommage. D'abord qu'être humain, ensuite ivoirien et enfin journaliste. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Ces deux derniers cas-là sont vraiment déplorables, c'est vraiment catastrophique. Je prends d'abord le cas du jeune officier de police. Parce que plus généralement, selon les statistiques de l'OMS, les causes des suicides sont d'abord la précarité, les troubles mentaux non pris en compte, il y a aussi les pressions sociales, et il y a aussi la culture des différents peuples africains. Ok. Quand on prend le cas, par exemple, du jeune officier qui s'est donné la mort, il ne vivait pas la précarité. Ce n'est pas la précarité. Ça peut être des troubles mentaux, mais il est quand même un agent de police. Ils sont contrôlés, ils sont surveillés. Donc, allons chercher un peu plus loin les causes de ces malheurs-là. Et par exemple, le chauffeur du véhicule qui a voulu se donner la mort, ce n'est pas le seul cas qu'on a vu, on a pu observer sur ce pont-là. Finalement, nous allons nous demander si ce pont-là n'est pas un lieu de rendez-vous de la mort. C'est déplorable. Ok. Donc, j'aimerais dire aussi qu'il faut qu'on regarde le côté de l'IDH. Tidiane Thiam, on en a parlé tout à l'heure, on revient sur lui encore. Tidiane Thiam a évoqué la question de l'IDH il n'y a pas longtemps. Et on a vu beaucoup d'hommes politiques qui se sont manifestés pour dire qu'on s'en fout de l'IDH. Mais c'est une question qui est très importante. L'IDH a été défini par le PNUD. Et il y a des indicateurs qui permettent de définir l'IDH. Et l'IDH permet de réguler, quand on regarde l'IDH de certains pays, ça nous permet de savoir si l'indice de développement humain, si le niveau de vie est vraiment respecté dans tous ces pays-là. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on est un peu reculé dans le classement de l'IDH. On aura l'occasion de revenir sur les causes profondes de ces drames qui s'enchaînent et qui s'alignent. Alors justement, puisque vous avez déjà commencé à le développer, je vais vous laisser poursuivre tout en quand même rappelant que ces phénomènes sont très récurrents. Jean-Richard l'a dit tout à l'heure, ça fait quand même des années que l'on observe dans le milieu universitaire, à divers niveaux, les Ivoiriens ont de plus en plus tendance à recourir au suicide. J'ai évoqué tout à l'heure la précarité. Il y a aussi les pressions sociales. Il faudrait que l'État se penche là-dessus. Le développement, ce n'est pas seulement construire des infrastructures, des ponts, des routes, même des hôpitaux. Quand on construit les hôpitaux, il faut créer les conditions, il faut mettre les plateaux techniques, il faut mettre tous les éléments en compte pour que cela puisse fonctionner normalement. C'est pareil pour les écoles. Je pense qu'aujourd'hui, après 15 ans de gestion, où le RAGP est aujourd'hui, il doit pouvoir se pencher sur cette question-là, le côté social. Il faudrait qu'on puisse regarder le volet social, le développement humain, les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, par exemple, avec les différentes séries de déguerpissements auxquels on a assisté ces derniers mois-là, ça peut pousser des gens à se donner la mort. Je pense qu'il faut qu'on se penche véritablement sur le niveau de vie des populations. Et c'est que moi, je souhaiterais renchérir pour aborder la question de l'accompagnement.
dans nos sociétés, malheureusement, l'accompagnement, lorsque quelqu'un vit le désespoir, lorsque on a un voisin, un collègue qui vit la dépression, par moment, on n'a pas d'oreille attentive. C'est le lieu aussi d'interpeller. C'est vrai que nos pouvoirs publics ont une responsabilité vis-à-vis de la santé, vis-à-vis du bien-être des populations. Mais il faut aussi que nous, populations, nous puissions avoir cette solidarité, cette oreille attentive vis-à-vis de la souffrance ou les difficultés que traverserait un voisin, un collègue. On a tendance à lancer tout de go, un garçon ne pleure pas, qu'importe la difficulté, bats-toi. Mais par moments, ce sont des mots qui peuvent pas forcément apporter du réconfort à quelqu'un, mais empirer la situation de la personne. On gagnerait tous autant que nous sommes, à être des oreilles attentives, à regarder de plus près la situation que vit des voisins. Il a évoqué l'accompagnement de nos pouvoirs publics, mais aujourd'hui, on est dans une société où on vit de plus en plus dans l'individualisme, on regarde très peu à la situation de l'autre, à la souffrance de l'autre. L'Ivoirien gagnerait à se pencher et d'avoir beaucoup plus une oreille attentive vis-à-vis des souffrances des uns et des autres. Quand je vous écoute, il me semble que tous les deux, vous convergez vers le fait que les suicides que nous enregistrons de façon enchaînée, il faut aussi le dire, dans différents milieux de notre société ivoirienne, sont quelque part le reflet de la société ivoirienne de façon globale. Jean-Richard, vous avez évoqué l'aspect solidarité, empathie. Il y a de moins en moins de solidarité parmi nous. Et Soro Djabiga, vous avez mis au grand jour les failles de notre système de développement humain. Le manque d'accompagnement. Ok, je pense aussi qu'il est important qu'au plan social, on puisse s'accompagner, on puisse se soutenir mutuellement. Quand on fréquente une église, on fréquente une mosquée, on fréquente une certaine communauté, il est important de partager aussi le rôle des religieux également. Le rôle des religieux, c'est très important dans la régulation de la vie sociale et dans le maintien de la vie d'un être humain. Et même pas seulement les religions, les amis, les frères, les parents sont là aussi pour écouter. Mais est-ce qu'on est éduqué justement à cela? Est-ce que les Ivoiriens sont préparés? Est-ce qu'ils sont familiers au phénomène du suicide? C'est vrai qu'en Occident, ce sont des choses qui arrivent. On a tendance à avoir l'encadrement de psychologues. Mais est-ce que chez nous, sous les tropiques, est-ce que c'est quelque chose auquel on est familier? Chez nous, en Afrique, on n'a pas besoin de psychologues. C'est une culture qui vient de l'extérieur. Mais avec nos traditions, tous les éléments sont pris en compte dans notre éducation depuis le bas âge jusqu'à la maturation. Il y a les parents, il y a les oncles, il y a des éléments qui existent dans la famille qui permettent de consolider le mental de l'homme, de le conseiller, de l'accompagner dans chaque culture, dans chaque tribu. Chez le Sénoufo, par exemple, quand tu fais le poro, c'est un accompagnement à vie qui te permet d'affronter tout ce que tu pourras croiser. Vous l'avez fait? Je l'ai fait. Vous êtes prêt alors? Vous êtes préparé? Je suis prêt. À toute éventualité. À toute éventualité. Chez le peuple Adjoukou, par exemple, ils le font aussi chez les Ébriés, chez les Baoulés. Donc je pense que chez nous en Afrique, je pense qu'il faut retourner aux sources. Peut-être que ça nous permettra d'affronter ce phénomène-là qui est en train de grandir en Côte d'Ivoire et qui n'honore pas le standing de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne partage pas tout à fait son point de vue aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une société qui dit que les psychologues ne sont pas importants. Moi, je pense que c'est qu'il fallait retourner à nos valeurs, à nos sources. Je pense qu'aujourd'hui, au regard de la multiplicité des suicides, il faut qu'on remette le psychologue au cœur de la société et même au cœur de l'éducation nationale. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans la vie active, que ce soit dans le milieu scolaire, universitaire, on observe des suicides un peu partout. Mais peut-être aussi que, comme Soro le disait, nos parents, un frère, une soeur, un pasteur peut servir de psychologue. Le 4 janvier dernier, à Niakara, un agriculteur s'est suicidé. Il n'était pas en zone urbaine. Il était dans un faille de la société. Il était dans une localité où je pense... Non, mais justement, puisque vous soulevez le cadre de cet agriculteur-là, oui. La question qu'il faut se poser peut-être ici, c'est est-ce que justement cet agriculteur-là était suffisamment entouré, accompagné? Vivre dans un milieu rural ne veut pas forcément dire qu'on jouit de toute l'assistance familiale, sociétale. Est-ce que ces cultures agricoles sont bien payées? C'est pourquoi je dis qu'il est important aujourd'hui de ne pas jouer leur rôle. Est-ce que les proches jouent leur rôle, Jean-Richard Nguessan? Il y a une défaillance aujourd'hui de notre société.
à bien des gars, il y a une défaillance aujourd'hui, que ce soit dans nos établissements, il y a des élèves, des jeunes qui subissent des railleries, qui sont vilipendés, et cela aussi peut favoriser le suicide. Donc il faut aussi qu'il y ait de l'accompagnement à tous les niveaux, eux dans nos entreprises, eux dans nos établissements. Mais ce qui est dommage aujourd'hui, même lorsqu'un jeune ou lorsqu'un individu a des difficultés psychologiques, il ne sait pas vers qui se tourner. Aujourd'hui, moi je salue, il a évoqué nos guides religieux, moi je salue certaines églises, certaines communautés musulmanes, où aujourd'hui il y a un accompagnement qui se fait à ce niveau-là. Il y a des camps de prière qui existent à Port-Boué, à Djamé, il y a ce qu'on appelle le Rokia chez les musulmans, il y a des centres d'accompagnement psychologique qui existent. C'est vrai je pense qu'il faut les multiplier. Même pour il y a des abus quand même. Ah oui, parce que moi j'ai visité un camp de prière, 2 camps de prière, un camp de prière à Gonzagueville, où j'ai vu des personnes qui sont payantes. Ah oui, des personnes qui étaient enchaînées, des personnes qui étaient battues, qui étaient brimées. C'est-à-dire la question du suicide englobe toute une question. La question de la santé mentale même de nos populations aujourd'hui. Finalement, cela rejoint ce que j'ai dit quand je vous disais qu'en Afrique, on n'est pas forcément préparé au suicide, même à la dépression même, rien que cela. Oui, j'ai évoqué tout à l'heure les cas des troubles mentaux qui ne sont pas pris en compte, qui ne sont pas accompagnés par le gouvernement. Mais j'ai évoqué aussi la précarité, j'ai évoqué les pressions sociales. Moi, je pense que les cas de suicide, puisqu'on ne pourra pas aller interroger les personnes qui se sont donné la mort, mais il y a des éléments, il y a des traces qui existent et qui nous permettent de savoir un peu des indices sur les conditions ou les circonstances de leur mort. Le jeune qui s'est donné la mort dernièrement, il a posté des statuts sur WhatsApp où il a même donné l'heure de sa mort, tout ça. Bon, là, je pense que c'est peut-être un dépit amoureux qui a causé sa mort. Enfin, on attend d'en savoir plus. Voilà, mais pour la plupart de ceux qui se sont donné la mort, par exemple, sur le pont, ça doit être des problèmes, des soucis d'argent. Il y a d'autres aussi qui se sont donné la mort parce que les femmes les ont abandonnés. Donc je pense qu'on doit pouvoir s'écouter. Il faudrait qu'on apprenne à s'écouter dans nos communautés, dans nos églises, dans nos bois sacrés et dans nos retranchements. C'est important qu'on s'écoute pour pouvoir vaincre ce fléau-là. Et vous faites bien de le mettre sur la table des débats. Parce qu'aujourd'hui, ça devient de trop. En Afrique, quand on cite la Côte d'Ivoire parmi les pays où il y a le plus fort taux de suicide, je crois 23 suicides, 600 000 personnes, c'est vraiment trop. Il faudrait qu'on regarde. On a été vraiment secoués ces dernières années. Et même des gens qui sont très jeunes, dans la fleur de l'âge pratiquement. Ce n'est pas le premier homme en âme qui se donne la mort ces 2 dernières années. On a assisté à 2 ou 3 comme ça dernièrement qui se sont donné la mort. Au niveau de l'armée aussi, je pense que mon confrère a évoqué le recours aux psychologues au niveau de l'armée. Il faudrait peut-être que les pressions sont énormes là-bas. Il faudrait qu'on revoie cela aussi. C'est la grande muette. En tant que civil, on ne va pas s'ingérer dans leur fonctionnement, mais il faudrait qu'ils puissent vraiment avoir un regard là-dessus pour limiter cela. Parce que ceux qui sont censés assurer notre sécurité, si eux-mêmes se donnent la mort maintenant, nous irons où? J'avais réalisé il y a 2 ans un reportage à l'université d'Abidjan où un jeune homme originaire de Bondoukou s'était malheureusement donné la mort. J'avais eu la possibilité d'interroger certains de ses amis de TD et autres. C'était un jeune qui était brillant, qui était en maths info, qui était en master 1 de maths info. Et rien ne montrait des signes. C'était un jeune brillant qui était dans son coin, qui étudiait, qui avait des amis, qui avait une vie sociale. Sa famille était choquée. C'est-à-dire par moments aussi, les signes ne sont pas visibles. Les signes du suicide, c'est vrai que les autorités... La souffrance est intérieure. La souffrance est intérieure, d'où j'ai appelé à l'oreille attentive des uns et des autres vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de toutes les personnes qui nous entourent. Donc, par moment, il est difficile de cerner la difficulté que quelqu'un peut endurer, puisque la difficulté, elle est extériorisée et ça pose problème déjà. Ça pose problème. Aujourd'hui, il y a tellement de pression sociale, il y a des questions de factures, il y a le coût de la vie qui est élevé, il y a tellement de choses J'ai aimé récemment une vidéo d'un influenceur dont j'ai taillé le nom, qui a posé la question de savoir comment les gens font pour vivre aujourd'hui à Abidjan sans devenir des mendiants, sans voler, sans arnaquer, sans être des faux types. Parce que la ville d'Abidjan aujourd'hui est devenue vraiment difficile à vivre.
payer les loyers, payer le déplacement, la nourriture, les charges liées à la scolarité des enfants. Et tout ça aussi contribue à accentuer les pressions sur les hommes. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, parmi le taux de suicide en Côte d'Ivoire, ce sont les hommes qui sont en tête des listes. Après les hommes, il y a les jeunes, notamment les adolescents. On cite rarement les femmes. Quoique les femmes encore, le taux de mortalité maternelle est très élevé. Pendant que les femmes donnent naissance, plusieurs mères restent comme ça. C'est carrément deux situations différentes. Ça rentre en ligne de compte de l'IDH. Je reviens encore sur l'IDH. Il faut regarder l'IDH. Il faut regarder le niveau de vie. Quand tu vas pêcher à ce niveau. Mais après, il faut saluer aussi le travail des pouvoirs publics. Il y a la mise en place d'un programme national de santé mentale. Il y a des initiatives qui se multiplient. Il y a des numéros verts. Il y a une sorte. Quel impact? Non, mais n'empêche que je pense qu'il y a déjà reconnaître déjà les essences. Initiative, un début d'action politique qui existe à travers ce plan, à travers ce programme. Il y a des centres qui ont été créés au niveau de Korogo, dans quelques endroits de la Côte d'Ivoire, au CHR de San Pedro. Il y a de cela quelques années, on n'avait que l'hôpital psychiatrique de Bergerville, on avait un autre hôpital à Boaké, mais aujourd'hui, il y a une diversité au niveau de la Côte d'Ivoire pour un accompagnement au niveau de la santé mentale, et c'est des choses qu'il faut saluer. Donc, au niveau des pouvoirs publics, il y a des initiatives. Et j'ajoute là-dessus pour dire que le problème de la santé mentale doit être pris en compte. Tout récemment, nous avons arrêté un monsieur qui a été présenté sur NCI. Ce monsieur-là qu'on appelait le tueur en série de Makori. Assez rapidement. Mais ce monsieur a tué plus de 10 personnes. C'est qu'il a pu avouer. Moi, j'ai vécu à Makori. On craignait ce monsieur à un moment donné. Alors qu'on ne le connaissait pas, mais à une certaine heure, tout le monde rentrait. Il assommait ses victimes avec des poignards, des goudins, des cailloux. Récemment, quand il a été arrêté, ils ont évoqué qu'il avait des problèmes de santé mentale. Je pense qu'il faut regarder cela aussi, parce qu'à un moment donné, ces personnes deviennent aussi des dangers pour nous. Un peu comme les thrillers qu'on voit dans le cinéma américain. Alors, dernier virage de notre émission, la fameuse résolution adoptée le 16 février dernier par l'Union africaine et qui qualifie l'esclavage et la déportation d'Africains vers l'Amérique ou encore l'Europe de crimes contre l'humanité. Alors, Jean-Richard Nguesson, j'ai envie de vous demander pourquoi cette décision maintenant ? À noter qu'elle a été initiée à l'initiative du Togo, qui a tenu ce projet à bout de bras. Aujourd'hui, c'est une petite victoire pour la diplomatie togolaise, mais pourquoi maintenant ? Dans tous les cas, moi, je salue cette initiative togolaise, je salue cette résolution, mais j'espère qu'on ne va pas retomber dans la victimisation. Je l'espère. Parce que plus clair. Parce que généralement, je sais que dans le projet, dans la perspective de cette résolution, il y a cette volonté-là aussi d'aller rechercher réparation. Je pense que c'est vrai que lorsqu'on regarde à l'histoire, la traite négrière a fragilisé l'Afrique, selon même certains experts. Elle a contribué à faire de l'Afrique un continent sous-développé. Mais je me dis que ça fait quand même des décennies. Il serait temps de passer à autre chose que de rester dans cette victimisation. Depuis les années 2000, la France estime que l'esclavage est un crime contre l'humanité, attend près de 20 ans après pour pondre une résolution. Je ne sais pas bien ce que ça va apporter à l'Afrique. Vous n'en cernez pas très bien la pertinence maintenant. Alors là, je sens que Soro Djabiga a un avis peut-être intéressant à nous donner là-dessus. Oui, il y a la question du timing. Patriote africain. Il y a la question du timing, vous avez dit pourquoi. L'opportunité de cette résolution. Oui, l'opportunité, vous avez dit pourquoi maintenant. Il est important de se poser cette question quand on sait que cela fait près de 10 ans maintenant, que dans certains pays comme la Libye, la Tunisie, l'Algérie et autres, ça continue mais sous d'autres formes voilées. Quand nos frères traversent aujourd'hui, essaient de traverser le désert pour aller avoir accès à la Méditerranée et atterrir en Europe, mais ils sont maltraités, d'autres sont enfermés dans des cages, ils sont vendus au Qatar, au Liban, dans plusieurs pays, ça existe, on voit les documentaires. Donc je pense que cette décision-là, je pense que cette loi-là va venir pour pouvoir peut-être abolir cette autre forme d'esclavagisme qui a été voilée, qui a été maquillée. Et c'est une résolution. Mais très souvent, les résolutions... Permettez juste que j'apporte cette précision. Oui, mais justement, on va revenir tout à l'heure à l'impact. On en viendra tout à l'heure, mais quand même, il faut juste rappeler qu'elle prend en compte une période de 5 siècles. 5 siècles
Donc c'est tout le procès du passé esclavagiste. Richard a parlé de réparation. Je pense qu'on doit évoluer. Il faut tourner la page sur cette étape sombre de l'humanité. Mais on ne peut pas demander réparation pendant que nos propres frères africains continuent de martyriser d'autres Africains encore. C'est sur ça qu'on doit pouvoir se venger. On doit pouvoir se pencher. Nos chefs d'État. L'intégration africaine, même entre nous, même nos États. Très difficile. Nos chefs d'État africains restent silencieux sur cette question. Combien de chefs d'État africains, pour aborder dans le même sens que lui, ont déjà condamné ce qui se passe en Libye? C'est grave, c'est aberrant. Combien de chefs d'État? Tous nous savons un peu la situation qui prévaut en Libye, en Tunisie, par moments dans certains pays maghrébins. Mais nos chefs d'État restent silencieux pour ne pas créer d'incidents diplomatiques. De ce phénomène que vous décriez, Soro et vous, Jean-Richard, il y a le fait que d'abord, on n'arrive pas, même dans nos entités régionales, à nous entendre pour construire une véritable intégration africaine. La ZLECAf, qui est un projet salutaire et qui aurait dû nous amener donc à réduire l'impact du sous-développement et donc limiter les velléités d'immigration vers l'extérieur qui engendrent justement l'esclavage dont vous parlez, jusqu'à présent est restée lettre morte. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique finalement? Moi, je me pose la question, je ne cesserai pas de me poser cette question. Nos chefs d'État par moments restent silencieux. C'est vrai que c'est une belle résolution, ça fait beau, ça fait chic, ça fait tendance, mais dans le fond, qu'est-ce qui nous sera donné de voir dans les faits sur la conscience collective de notre continent? J'aimerais d'abord réagir sur la question de l'unité africaine que vous avez évoquée. Allez-y. Voilà. Vous savez, l'unité africaine... Vous avez le champ libre. Vous savez, l'unité africaine est une question qui est difficile à aborder parce qu'elle regroupe plusieurs facteurs et plusieurs éléments qui l'englobent. D'abord, la géopolitique, dans son fond, dans sa définition fondamentale, la géopolitique, c'est la rivalité économique et politique. Il y a aussi la rivalité territoriale. Les grandes puissances, depuis la nuit des temps, se battent pour conquérir des États en Afrique, pour pouvoir préserver leurs intérêts. Elles ont des précarés, ces grandes puissances ont des précarés, c'est des notoriétés publiques. Ces puissances se sont partagées l'Afrique. Aujourd'hui, il dit, et ça ne va pas dans le sens de leur intérêt si l'Afrique se unit pour pouvoir porter son intérêt de façon unilatérale. J'ai quand même envie de vous dire que depuis des siècles, voire depuis des millénaires, les Africains sont les seuls finalement à se faire manipuler. Oui. La géopolitique n'a pas commencé avec l'Afrique, elle a commencé, elle s'est déroulée en Asie, on a eu tous les mêmes, on a tous subi ensemble le processus de décolonisation à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Asiatiques et nous sommes restés les seuls à nous morfondre dans la victimisation, là où, et à danser, à bringuer, dans les bars, dans les maquis, à picoler. Non, là où on danse aux États-Unis. Non, mais j'en viens, là où les Asiatiques ont compris qu'il fallait qu'ils se mettent au travail. Les facteurs extérieurs. J'étais en train de parler maintenant. Que vous nous rameniez ce soir que les Africains sont manipulés, mais finalement, quand est-ce que vous, Soro Djabiga, africain, que vous allez dire à celui qui veut vous manipuler, pour vous dire, écoutez, allez porter un coup à Jean-Richard? Non, monsieur Jean-Richard, ça ne va pas dans le sens de l'intérêt de notre pays, alors moi je refuse de souscrire à votre projet. Moi, Soro Djabiga, je ne serai jamais manipulé par une puissance que ce soit pour pouvoir attaquer mon pays. Il y va de la mentalité de chacun. Il faut étudier la sociologie des différents peuples africains. Et depuis la nuit des temps, voilà pourquoi les différentes religions révélées ont vraiment influencé nos modes de vie, nos sociétés en Afrique. C'est une réalité, il faut l'accepter. Nous sommes influençables. Sinon, l'Afrique est un vieux continent. Ces religions sont venues trouver nos sociétés, nos cultures qui existaient. Chez nous, tout était pris en compte. La défense de notre territoire. Comment il faut construire une maison, comment il faut faire un champ, comment il faut... Mais des failles quand même, hein. Tout n'est pas parfait. Mais rien n'est infaillible, rien n'est infaillible. Même la culture occidentale présente des failles. Nous sommes influençables et je pense qu'il est temps, avec le concept du panafricanisme, si tout le monde l'épouse, je n'ai pas dit que... Est-ce qu'on a compris? Justement, tout le monde n'a pas compris encore tout le monde n'a pas compris malheureusement le sens de ce concept-là. Mais je pense que si tous les Africains étudient ce concept-là et l'adoptent, ça sera facile d'unir l'Afrique et privilégier l'intérêt entre nous, faire fonctionner les différents États en fonction des offres des différents États et vous allez voir que tout va aller de l'avant. Avant de passer la parole à Jean-Richard, puisque vous êtes bien lancé apparemment, je reviens sur ma question. Quel impact de cette résolution sur la conscience collective
africaine? D'abord, cette solution va permettre d'abord... Cette résolution. Cette résolution va permettre à tous les Africains de prendre conscience de leurs valeurs. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Ça va créer un sursaut de conscience au niveau des peuples africains. D'abord, il faut créer une large campagne de communication là-dessus pour que les gens comprennent la résolution qui a été décidée. Maintenant, il faut qu'on se penche sur le cas de nos frères africains qui sont maltraités, qui sont victimisés dans tous les pays que j'ai cités tout à l'heure. Cette résolution-là aussi prend en compte ces différentes situations-là. Il y a urgence. Nous recevons des alertes chaque jour que Dieu fait dans tous ces pays-là. Et si l'Union africaine a pris cette résolution, je pense qu'il est temps qu'on se penche là-dessus, qu'on interpelle les différents pays, les différents chefs de ces pays-là, afin qu'on mette fin à cela. On ne peut pas maintenir des êtres humains dans des cages comme des chiens, les vendre pour aller les soumettre à l'esclavagisme. Même si le chien aussi a des droits. Oui, mais c'est bon. Alors, Jean-Richard Nguessan, votre réponse là-dessus sur l'impact de cette résolution? Qu'il y a certains pays en Afrique où l'esclavage bat son plein. La Mauritanie, on a évoqué le cas libyen, dans le nord du Niger. Mais l'Union africaine reste très souvent... Bon, j'ai pas envie de dire le mot. Il y a des moyens aussi de réagir, d'agir. Mais n'empêche que nos chefs d'État peuvent tout de même dénoncer. Combien de fois un chef d'État, un chef de gouvernement... une autorité influente a dénoncé des cas d'esclavage en Afrique. Au Nigeria, on sait que dans certaines tribus, l'esclavage existe encore. Dans le nord du Mali, dans certaines tribus, l'esclavage existe encore. Entre frères d'un même pays, l'esclavage existe encore. Avant de condamner... C'est vrai que le temps qui nous reste est très court, mais allez rapidement. Au Burkina, au Mali, au Niger, ce qu'on appelle généralement les garibous. Ils envoient des enfants pour aller mendier dans la rue. Au Sénégal aussi. C'est une forme d'esclavagisme. Mais ce que je remarque quand même, c'est que tous les deux, vos argumentations semblent converger. Parce que si l'on prend en compte le fait que vous dénoncez l'IDH depuis le début de cette émission, qui est très précaire dans nos États, alors évidemment que cela suscite une vague de migration illégale. Et s'il y a vague de migration illégale, alors la filière esclavagiste est alimentée, et dûment alimentée. Ah oui, effectivement. Vous venez de toucher la source du problème alors. Très rapidement. Moi, je pense que... Avant qu'on ne... Moi, je pense que... Même en 30 secondes, Moi, je pense que la résolution vient à point nommé. Dans tous les cas, il faut saluer cette résolution, il faut saluer le président togolais qui a l'initiative de cette résolution. Mais moi, j'espère qu'on ne va pas demander des réparations en un point fini. Il faut qu'on soit aujourd'hui, l'Afrique soit responsable. C'est vrai que l'esclavage a apporté beaucoup de tort à l'Africain, ça contribue même au sous-développement de l'Afrique, mais aujourd'hui on doit regarder de l'avant. Il y a des problèmes dans certaines régions de certaines parties d'Afrique où il y a l'esclavage qui existe entre certaines populations, et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut apporter de la critique. Soro Djabiga, rapidement, avant que je ne passe à ma conclusion. S'il y a esclavagisme dans la partie septentrionale de l'Afrique, c'est parce qu'il y a des migrants. S'il y a des migrants, c'est parce qu'il y a un défaut de l'IDH dans les différents pays africains. Donc moi, j'appelle nos différents gouvernants à se pencher sur le niveau de vie des populations, à se pencher sur les situations, à se pencher sur l'insertion sociale des jeunes, afin qu'on puisse éviter ce phénomène-là. C'est là que moi, je vais m'arrêter. Très bien, merci à tous les deux. Je rappelle que vous êtes les chroniqueurs attitrés de l'Intelligent Club. Nous espérons vous retrouver tous les jours, tous les soirs, pour qu'ensemble, l'on puisse décortiquer l'actualité nationale et internationale. C'est donc tout pour ce premier numéro. On va se dire au revoir. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien.